Christian. Ça va? I'm good, thank you. Ouais, c'est maintenant, on va parler de massage encore. Massage thérapeutique. Massage thérapeutique. Alors, j'ai failli faire un programme de massage lundi. Mais dès que j'ai regardé ma semaine, j'ai dit, il ne faut même pas essayer de prendre un rendez-vous que tu ne vas pas honorer. Oui, mais vous savez que ces rendez-vous, quand c'est indiqué, il faut aussi laisser les autres choses pour faire le massage. Ah, ça, c'est un conseil qu'il faut prendre au sérieux. Oui, tout à fait. Parce que c'est autant important que ce que vous pensiez être important. Oui, ça vous permettra de mieux gérer cette semaine qui paraît ingérable. Ça sera mieux géré. D'accord, alors on va se faire ça en week-end. Et puis la semaine sera beaucoup plus gérable. Et donc le rapport thérapeutique, on en parle encore aujourd'hui entre le masseur et les clients. Et on a dit que tout cela doit respecter certaines normes. Voilà, et puis la question du respect de l'autre, que ce soit dans son obédience religieuse, que ce soit dans sa morphologie, que ce soit même dans l'expression de ce qu'il ressent, parce qu'il y en a qui ont une certaine ouverture à pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles ils viennent vers vous. Et donc le respect de tout cela et le cadre à mettre en place qui a lui aussi des limites, Emmanuel. Oui, ces cadres, c'est effectivement des limites. Et ces cadres sont des guides parce que c'est un métier qui se pratique dans un public qui est multiculturel et qui présente des personnes que vous rencontrez des fois pour la première fois. Et d'ailleurs, on doit partager l'intimité, que ce soit intellectuel, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, et pas la sympathie. Voilà. Il faut, voilà. On a parlé d'intimité, mais faire la différence entre l'empathie et la sympathie. L'empathie et la sympathie. Vous nous l'avez dit ici. Tout à fait, effectivement. Donc, ne pas confondre. Au moment où, en très peu de temps, vous devez violer aussi profondément l'intimité d'un inconnu, il fallait que les normes entrent en jeu pour valider quelle façon cela peut se faire sans qu'il y ait abus ou négligence. Nous savons que les séquelles et les conséquences des abus, de fois, peuvent être psychologiquement profondes, créant des séquelles qui peuvent déformer des personnes qui viennent vers nous pour le bonheur, plutôt pendant longtemps, dans des situations difficiles. On a parlé des cadres physiques, c'est-à-dire physiquement, quelles sont la qualité d'échange qui doivent se passer entre vous et votre client. C'est la distance culturelle entre deux personnes inconnues et des personnes connues varient d'une culture à une autre. Certaines personnes, deux inconnus, doivent faire au moins 1 mètre comme distance acceptable. Si vous venez plus proche, vous devez vous expliquer. Ça va se justifier par un autre style de rapport, peut-être familial, amitié. Et donc, si c'était encore plus loin, ça devait se considérer comme l'indifférence ou le mépris. Donc les distances sont des communications assez profondes mais très précises par laquelle on nuit et on détruit des relations. C'est un qu'on devait compter au-dessus pendant longtemps plus tard. Ici, je voulais qu'on fasse rapidement comprendre que dans notre métier, pendant que vous acceptez le client à la porte avec un poignet de main ou bien juste une salutation à distance, en quelques minutes plus tard, vous serez en train de toucher cette personne. Donc, comment expliquons que la personne qui paraît étrangère ou loin de nous, il y a quelques minutes, à la réception, en cabine, vous êtes en train de le toucher et que vous restez toujours dans les normes? C'est ça la beauté d'un métier et le fait d'avoir les compétences. Donc, dans ce cadre physique, on a parlé de l'embrassade. C'est l'une des choses qui varie d'un culte à un autre. Des fois, entre les sexes opposés, dans certaines cultures, que ce soit religieux ou de différentes parties du monde, on ne va pas saluer une femme avec la main. On va faire des signes, on va faire des salutations, de namasté, peut-être à distance. Mais dans d'autres cultures, si vous ne serrez pas la main de la personne ne se sent pas bien accueillie ou respectée. Et dans même la qualité du poignet de main montre votre sérieux en tant qu'homme d'affaires, en tant que professionnel. Alors donc, mais il y a d'autres cultures, il faut embrasser, il faut des bises, ainsi de suite. Alors la question c'est à qui on va le faire, à quel moment il doit le faire, quelle est la durée de l'embrassade, quelles sont les parties du corps qui se touchent et quelles sont les parties du corps qui ne sont pas touchées. Tout ça, dans le cas où il y a l'embrassade, doit être défini bien au préalable. Et donc, peut-être la forme de communication qu'on veut exprimer derrière.
Oui, tout à fait. Voilà. C'est des entretiens qui se passent dans le intake procedure, c'est-à-dire des procédures dans la phase de la consultation, hein, la prise des informations de la cliente. On doit définir ces choses pour que plus tard, l'interaction, ce qui se passe entre le professionnel et la cliente ne présente aucun ambigu. Aujourd'hui, nous allons parler des cadres intellectuels. C'est-à-dire, intellectuellement, vous pouvez violer la vie de quelqu'un et vous pouvez même l'influencer et le rendre mal à l'aise. Les cadres intellectuels vont regarder vos croyances, vos pensées et vos idées sur les choses de la société. Il faut très important de savoir que quand on croit en nous, notre estime en soi monte. On se sent validé. Tout à fait. Donc, ce qu'on va dire à l'autre va déterminer quelle qualité de rapport, quel respect, quelle validation cette personne va avoir envers nous. Et donc, vous devez regarder autour de vous. Quand on ne croit pas en vous, vous pouvez vous sentir plus vulnérable ou peut-être inefficace. Et là, dans une relation thérapeutique, ça devait être une relation de rapport de force déséquilibrée, c'est-à-dire le thérapeute est supérieur au client en quelque sorte. Donc si ce rapport n'est pas établi dans la communication, donc du point de vue intellectuel, ça compromet la validation de la compétence de celui qui doit tout de suite administrer le soin. Donc nous pensons que dans nos bureaux, dans nos lieux de travail, les clients lisent les affiches qui sont affichées sur nos murs, c'est des posters qui sont sur nos tables, et certaines de ces choses portent des messages intellectuellement qui peuvent être en conflit avec la croyance, le pensée et la vision de cette client. Est-ce que vous avez pris l'attention de regarder quels sont les styles de photos que vous affichez, même des peintures, même des écrits, des slogans et tout. Et je voulais juste dire que juste avoir un signe religieux comme le croix accroché dans votre bureau parle beaucoup de vous, qui peuvent plaire et peut-être déplaire à certaines personnes. Donc à ce moment-là, vous devez savoir ce que vous avez affiché comme information et vous devez prendre la responsabilité de ça. Parce que, par exemple, dans notre centre, il y a une croix dans notre centre et j'ai eu certains parents qui veulent savoir pourquoi il y a cette croix et nous avons expliqué la philosophie de notre école et le concept sur lequel il est fondé en disant que c'est pas une organisation religieuse, mais il a une philosophie qui bénéficie de la philosophie et l'enseignement du Christ dans sa façon de faire. Et c'est à cette personne de se plaire avec ou de ne pas se plaire. Mais une chose est certaine, c'est que des fois, on assume certains positionnements liés à notre. Nous avons d'autres éléments comme des bols tibétiennes, les bougies qui sont allumées dans le cabine, ainsi de suite. Pour certaines personnes, les encens qui sont utilisés. Toutes ces choses sont des choses sur lesquelles ces clients vont poser des questions et il faut avoir des réponses nettes et claires, précises. On n'a pas besoin d'être convaincant. On a juste d'être juste. Et c'est le client qui va voir si ça convient avec ses intérêts ou pas. Il y a aussi des réflexions autour de la politique, la religion, la spiritualité. Voilà des connaissances. Il y a certaines philosophies de soins thérapeutiques qui utilisent des philosophies orientales, par exemple les méridiennes, les lignes d'énergie, les points d'acupuncture, qui sont facilement expliqués par les pensées bouddhistes, les pensées hindouisme, que par le christianisme et par la physiologie du corps humain selon la science occidentale. Donc à ce moment-là, vous serez peut-être en train d'utiliser des signes et des langages qui s'inspirent d'une religion ou d'une communauté et ça peut être frustrant pour quelqu'un qui a une autre communication. Donc tout ça doit pouvoir s'expliquer dès le début pour que la personne voit si le lieu viole ses principes de vie ou pas. Nous avons également la possibilité de voir que il y a des explications qu'on ne doit pas donner au client. Des fois, vous donnez des explications, le client ne s'intéresse pas à voir, ne surcharge pas le cerveau des gens intellectuellement. Peut-être vous êtes en train de donner votre philosophie de la gestion du poids, quel régime est important, ainsi de suite. Ça peut ne pas intéresser la cliente. Peut-être vous êtes en train de lui parler de bien-être ou de repos et un certain principe d'un certain théorème lié à la lumière, au son, et donc voilà, il faut qu'on évite de surcharger intellectuellement le client. Le client a besoin d'un massage et c'est que le dossier des effleurages, des pétrissages, des tapotements, des vibrations vont la soulager. Donc cela encore que tout tourne autour de l'apaisement, hein. Même dans la gestuelle, on en parlait ici. Voilà, tout à fait. Donc il y a
à partir de cette, les barrières intellectuelles, il y a les barrières émotionnelles. Voilà. Oui. En tant que masseuse, sachez que vous allez toucher les gens. Et il y a en communication des différentes techniques de toucher, par exemple les effleurages légers, les effleurages profonds. Il y a des libérations d'émotions qui peuvent avoir lieu. Une chose est certaine, on devait éviter de mélanger nos sentiments avec celles des clients. Mais on doit quand même respecter leur libération et leur comportement émotionnel, mais sans chercher à fouiller dans leurs émotions. Nous pouvons identifier, respecter, mais sans intervenir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des thérapeutes, des psychothérapeutes. Des psychothérapeutes ont des compétences à explorer, manipuler, développer, contrecarrer, éduquer sur les émotions, aller même les chercher, comme le psychiatre, comme les clinical psychologists, tous ces personnages. Mais en tant que thérapeute, masseur, les émotions vont se manifester, respecte-le, mais n'entre pas dans les débats de ces émotions. Par contre, si votre client n'est pas très confortable parce qu'elle vient d'avoir une libération émotionnelle, qui peuvent être de plusieurs formes, c'est des choses qui se manifestent naturellement dans le massage, ça peut être des secousses fortes, ça peut être des larmes qui coulent de façon inattendue, le client peut se sentir mal à l'aise. Vous devez plutôt le rassurer. Ça peut même être des érections, Emmanuel. Oui, bien sûr. Il faut le dire. Oui, bien sûr. Vous devez tout simplement rassurer la cliente que le corps active verra une façon pour réagir à partir des touchés de la main, à partir d'un certain climat. Mais je voulais dire que le repos, les sons appropriés, des lumières tamisées, toutes ces choses peuvent amener quelqu'un à dormir et ronfler. C'est excuse-moi, c'est une libération. Et la personne peut se rendre compte que d'habitude, je ne dors pas, et surtout pas en public. Et la personne peut se dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Vous avez le rôle en tant que thérapeute de rassurer. Et vous pouvez avoir des entretiens avant la séance de ces possibles manifestations de différentes formes des émotions et que nous devons faire comprendre aux clients que c'est habituel, c'est normal et nous avons des capacités de le porter. Les clients doivent savoir que leurs émotions ne font pas un sujet de débat, même en thérapie, ni à l'extérieur. C'est vrai, Emmanuel. Je confirme parce que je me suis déjà retrouvé dans votre spa après un soin. Je ne sais même pas à quel moment je me suis endormi, je vous promets. C'est qu'à un moment je me réveille, je dis mais où est-ce que je suis là? Et la demoiselle venait me rassurer, je lui dis mais j'ai dormi. Et elle me dit oui, vous avez dormi et c'est normal. Tout à fait. Donc les clients doivent se sentir vraiment en sécurité. Seigneur. Oui. Ils doivent se sentir, et sachez que les libérations émotionnelles peuvent venir parce que vous travaillez sur certaines zones du corps. Par exemple, je peux être en train de manipuler les orteils. Selon quelle partie du corps les points d'énergie des orteils peuvent influencer de façon éloignée, on peut avoir une manifestation d'une libération émotionnelle. Prochaine séance, si je dois travailler sur les orteils, je dois demander la permission de la cliente parce que cette libération émotionnelle, si ça l'a embarrassé, vous devez lui rappeler que je vais travailler encore au niveau des orteils. Il est possible que ces libérations continuent. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, et si elle valide, vous pouvez continuer. Donc, il va de l'observation maintenant de celui qui prend en charge. On observe toujours. C'est une présence 24, pleinement consciente, connexion plein. C'est l'un des aspects quand on va regarder les cadres de l'heure, on va regarder l'aspect de la concentration. Donc nous voulons dire que il est très important de comprendre que quand vous travaillez et votre travail quitte le physique aux émotions, il y a violation. Donc si votre massage thérapeutique a quitté, il est beaucoup plus en train de répondre aux besoins émotionnels de la cliente qu'aux besoins physiques, physiologiques de la cliente, vous êtes en train de violer l'intimité de la cliente parce que vous n'avez pas à gérer les émotions. Vous devez respecter les émotions de façon empathique sans toutefois avoir un point de vue, ni de rappeler le client des libérations émotions des séances précédentes, c'est une violation. Mais si la cliente ramène le débat, vous pouvez voir ce que vous pouvez dire au niveau de votre compétence et toujours référer. Donc ça sera quelque chose d'intéressant que les masseurs connaissent des psychothérapeutes et à des séances de travail avec eux pour savoir comment ils peuvent compléter leurs soins
besoin. Ça fera une équipe formidable. Et quand le masseuse a des compétences en psychothérapie, il doit préciser ça pendant l'entrée en jeu de la séance de travail pour que la cliente comprenne que votre compétence a des capacités de gérer au-delà de juste l'aspect massage thérapeutique. Comme ça, le client peut débattre en toute liberté si elle ou il veut. Maintenant, on va parler en dernier lieu des cadres de l'heure. Vous savez, le massage se passe à des périodes de la journée, à des moments de la journée. Il faut que ça soit bien défini. Quels sont les jours de la semaine que vous travaillez? Les clients ne doivent pas vous appeler un dimanche quand vous êtes avec votre famille en train de demander un rendez-vous. Donc, les définitions doivent être bien claires. Le client ne doit pas imaginer que parce que ça vient finir le travail, à 20h, je peux me pointer au salon. Donc, si vous êtes débattu, vous avez des cas de service, peut-être une équipe en rotation, vous pouvez définir les différentes heures qui sont ouvertes, des jours de la semaine qui sont ouverts. Donc cette définition fait en sorte qu'il n'y a pas de confusion. Il y a aussi très important pour nous de savoir que votre temps personnel et votre temps de travail doit être bien défini. Les heures de la journée, si vous avez des pauses midi ou bien vous commencez seulement l'après-midi, vous n'êtes pas là le matin, ce n'est pas parce que quelqu'un a tout pris besoin de vous le matin qu'elle va faire de ça ou il va faire de ça un problème. C'est important pour vous de respecter le professionnel et son emploi de temps parce que c'est grâce à ça qu'elle a la possibilité de vous donner aussi le meilleur de lui-même en termes de résultats de soins. Donc il faut bien clair. Le respect des cadres de l'heure veut également que le client arrive quand vous êtes prêt. L'histoire de vous avez pris un rendez-vous, vous venez vous asseoir pendant qu'on apprête la salle, c'est un abus du temps des clients. Et le client, quand on dit prêt, ça veut dire que la température de la salle est bonne, la musique appropriée est en train de jouer, la lumière est à l'intensité qui est indiquée, les lits, le table de soins est bien dressé, tout est en place, les odeurs sont là et vous-même vous êtes prêt, prêt vraiment a dit on commence la séance. Donc il ne faut pas faire attendre les clients, c'est un abus. Nous savons aussi que votre niveau de concentration pendant le soin fait partie du temps. Si je vous fais 45 minutes de massage ou 60 minutes de massage, c'est 60 minutes de présence, de concentration et de focus. Ce n'est pas 55 minutes de temps et distraction. Et donc les gens qui entrent en cabine de soins avec un téléphone sur eux en tant que professeur, même sur vibration, ne sont pas impliqués pleinement dans la séance de massage. Ils ne sont pas en train de s'occuper de leurs clients en plein temps. Donc il est absolument important qu'on respecte cela. Et nous sachons que si votre durée de massage c'est 60 minutes, il ne donne pas 55 minutes ou 70 minutes une autre fois ou 45 une autre fois. Non, il faut que le client sache que la séance c'est 60 minutes et c'est 60 minutes. Mais si ça va varier pour un bien, explique ça au début de la séance pour que les clients comprennent comment vous travaillez. Moi, personnellement, les massages ne sont pas calibrés dans le temps, c'est calibré dans le résultat, mais ça respecte quand même un certain cadre de temps qui est toujours défini dès le début. Et voilà le numéro d'Emmanuel Tchangon au bas de la page à l'instant. Retrouvez cet entretien sur la page YouTube de STV Cameroun. On va continuer d'en parler, peut-être la semaine prochaine, rester un petit peu dans le cadre. Oui, le cadre, on a encore des éléments de limitation sur le cadre émotionnel et le cadre du temps. Oui. Et bien sûr, on va parler du cadre de la localisation, dans quels endroits. Il y a des gens qui disent, va me faire massage dans les hôtels, et ainsi de suite. Il faut voir qu'est-ce que ça demande. Et les cadres financiers, des fois, il faut savoir dans quoi vous engagez. Pour éviter toutes sortes de polémiques, pour qu'un métier supposé apporter du bonheur ne fait plutôt pas le contraire. Voilà, tout à fait. Et voilà. C'est ça, Emmanuel. C'est un cours magistral, monsieur. C'est 37 ans d'expérience dans le métier aujourd'hui. Il en parle de façon technique. Il pourrait vous faire tout un exposé là-dessus. C'est la raison pour laquelle il est disponible pour les recyclages dans les entreprises qui sont déjà très bien installées. Des programmes de vacances pour les jeunes élèves. Oui, on peut en parler en 30 secondes. Oui, il faut dire que nous sommes en train de les parents vacances utiles, donc on va dire de 14 ans. À montant, vacances utiles, on a des courts programmes d'un mois, demi-journée, qu'il faut passer au centre de formation. Le profil de votre enfant et ses intérêts va nous permettre de choisir quels sont les programmes qui peuvent être utiles. Nous aimerons que ces enfants viennent accompagnés par les parents. Absolument par les parents. Parce que le parent devra comprendre ce qui va se passer. Maman ou papa,
l'un des parents doit être là. Bien sûr. Pour qu'on ait cet entretien. Merci Emmanuel. Thank you very much. Allez, ils vont consommer le courant à la maison, les enfants vont vider le frigo et puis vont nous embêter le temps de la journée. Donc, amenez-les à se développer davantage dans une de ces activités qui leur fera certainement du bien, les rendra beaucoup plus indépendants et très disciplinés aussi. Bonne journée à vous. Rendez-vous demain à 7 h pour la dernière de la semaine. Salut.